Alors maintenant, on va aller au Allez, au dodo. dodo. Parce que le soleil fait déjà dodo. Elias, ton singe, il est là ou pas? Amy, t'as tes deux doudous? Il est 19h30. Les triplés, Lilou, Amy et Elias sont fatigués, mais pas vraiment décidés à s'endormir. Mais Elias, tu fais quoi? Bonne nuit. Le marchand de sable ne passe pas souvent à Orbe, au-dessus de leur maison. Elias, tu te mets couché. Leur nuit ressemble à des millefeuilles, égrenées de réveils, de pleurs et d'expéditions nocturnes. Voilà, maintenant vous restez dans votre lit. Et puis vous faites dodo. Tu fais dodo? Oui, on reste une minute. Allez, couche-toi. Elias, toi, il faut arrêter de faire le singe, Elias, maintenant. Le sommeil, c'est très compliqué. Ça va faire 2 ans qu'on n'a quasi pas eu de nuit et on n'a pas dormi. Depuis le début, il y a eu, allez, à tout péter, 5-6 nuits complètes en 2 ans. Quand ils se réveillent, c'est vraiment des hurlements de terreur. Donc je pense qu'ils ont peur. Pourtant, ils sont 3 dans la même chambre. C'est un cercle vicieux, puis ils se réveillent l'un l'autre. J'éteins la lumière. Attends. On éteint la lumière? Ils sont toujours en ébullition, ils doivent toujours faire quelque chose entre eux et puis donc ils sont jamais assis à nous écouter ou à être calmes. Dans son lit. D'accord? Hein? À peine les parents sont sortis que, loin de s'endormir, les triplés s'activent. Rien n'échappe à la caméra que nous avons installée dans leur chambre. Et vous faites quoi? Allez, venez dans votre lit, on va aller boire le biberon maintenant. D'accord? Allez, vous êtes des coquins. Oui, des coquins. Après ça, c'est dodo, hein? Il n'y a plus de sauter partout. Quand on les laissait pleurer, ils peuvent tenir 1h30 en hurlant sans s'arrêter. Donc, Ils pleuraient tellement fort qu'ils se faisaient vomir. Et du coup, il fallait tout nettoyer, tout refaire. Des fois, c'était juste que sur les murs. Donc, Donc des fois, c'était... Au bout d'un moment, on arrête de laisser pleurer. Parce que de nettoyer, c'est pas non plus agréable pour nous. Est-ce que ça vous est arrivé à l'un ou à l'autre d'être dans un état d'épuisement tel que c'est vous qui pleuriez? Oui. Beaucoup de fois. Ils se réveillent environ 6-7 fois par nuit si on n'est pas là. Alors c'est vrai que maintenant, c'est un peu installé dans leur chambre. C'est une question de survie pour nous. une nuit sur 2, c'est soit mon mari, soit moi. Des fois, il faut donner la main. Généralement, ça suffit. Puis quand ils se réveillent en pleurant, alors souvent, il faut porter quelques minutes. Avec des parents en dette de sommeil qui ne peuvent plus défendre leur intimité la nuit, les troubles du sommeil perturbent gravement l'équilibre familial. Mathieu et Margot n'étaient pas préparés à cela, d'autant plus que leur aîné, Noah, 4 ans, est un bon dormeur. Épuisés, ils ont souvent demandé de l'aide. Lorsqu'ils avaient 4 mois, les triplés ont été hospitalisés quelques nuits. Puis se sont succédés infirmières, kinésiologues, coachs en sommeil. Mais jusque-là, rien ne stoppe l'engrenage. Oui? Les solutions qui marchent beaucoup pour un enfant, le fait qu'il y en ait 3, des fois, c'est pas applicable, donc plus difficile. Vos bébés font-ils leur nuit? Cette question, les parents des triplés ont dû l'entendre 1000 fois. Il faudrait plutôt leur demander, vous, parents, faites-vous vos nuits? Car c'est cela l'enjeu, l'adéquation entre le sommeil de l'adulte et celui des enfants. Il existe des cultures où les enfants dorment avec leurs parents et les réveils nocturnes ne sont pas un problème. Mais chez nous, le contexte est différent. À l'unité du développement de l'hôpital de Genève, c'est un motif récurrent de consultation. Il y a un peu une attente double dans notre société qui est d'une part une grande volonté d'être très proche de son bébé, de beaucoup le porter, et puis d'autre part une volonté assez rapide que l'enfant, la nuit, soit autonome. Donc la journée, on ne voudrait pas du tout qu'il soit autonome, on ne s'attend pas à ce qu'il soit autonome, mais la nuit, on s'attend à ce qu'il soit autonome et on s'attend assez rapidement en tant que parent de reprendre une vie, d'avoir des soirées tranquilles, de la nuit, ne pas devoir se réveiller. Donc là, parfois, il y a vraiment comme un mismatch, j'ai envie de dire, quelque chose qui n'est pas adapté entre les besoins parfois de l'enfant ou ce qu'il est capable de faire et ce que les parents attendent. In utero, tout était plus simple. Le bébé dormait la plupart du temps, indépendamment de sa maman.
La maturation de son horloge biologique est déjà programmée dans une partie du cerveau appelée le noyau suprachiasmatique. Cette horloge centrale se déclenche véritablement lors de la révolution qu'est la naissance. D'un coup, le bébé découvre alors la faim, la lumière, le bruit, la solitude de son corps séparé de celui rassurant de sa mère. Il aura besoin de temps pour intégrer ce nouveau monde. La vocation de la pédopsychiatre Nadia Bruchweiler-Stern est d'aider les parents à toujours mieux accompagner leur bébé. Pour cela, elle utilise l'échelle de Brazelton. Ce test permet de mieux comprendre les aptitudes que chaque enfant développe dès sa naissance, notamment pour défendre plus ou moins bien son sommeil. On voit qu'elle est en sommeil léger. C'est le sommeil dans lequel les bébés s'endorment en général. Je vais faire des dérangements en regardant comment elle réagit. Et puis ça nous dit un petit peu la capacité qu'elle est en train d'acquérir et qui prend du temps à acquérir, de protéger son sommeil, en fait. Et donc de ne pas réagir à ce qui dérange. C'est intéressant de voir qu'un bébé perçoit même quand il dort. On pense qu'ils dorment, donc ils sont coupés de tout, en fait. Mais non, il y a plein de choses qui se passent. Des éléments extérieurs perturbateurs. Exactement, ouais. Et puis ça, il faut les intégrer, les absorber. Et ça leur demande de l'énergie, de l'attention. Et parfois, ça les fatigue. Alors elle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'elle se contient des moments, et puis tout à coup, ça échappe. Et ça, c'est un genre de bébé, je dirais, avec qui, quand on les promène ou qu'il y a beaucoup de monde, etc., ils vont peut-être pas réagir. Et puis c'est quand les gens sont partis ou que les choses se calment, qu'on rentre à la maison, qu'on se lâche et puis que ça explose. Qu'on pleure, par exemple. Ouais. Le sommeil, c'est une période où, chez l'enfant, il y a des sécrétions endocrines, d'hormones de croissance notamment. Il y a un repos digestif qui est important aussi. Il y a un repos général. Il y a un travail cérébral d'intégration et de rêve. Donc, oui, il se passe beaucoup de choses pendant le sommeil. Pourtant, aujourd'hui encore, on ne sait pas tout ce qui se passe exactement durant le sommeil du bébé. C'est pour explorer ce domaine encore méconnu que l'Université de Fribourg a créé un laboratoire de recherche, le Baby Sleep Laboratory. Collecter des données chez les nourrissons s'avère un travail délicat. Il faut trouver des familles volontaires avec un bébé au développement normal, perturber le moins possible l'enfant et compter sur sa collaboration. Allez. Ta-ta-da. Et bam. Magnifique. Non, rien du tout. Adrien, 2 mois et demi, rechigne un peu, mais il accepte ce drôle de bonnet muni de capteurs qui permettra d'enregistrer l'activité cérébrale durant son sommeil. C'est rien du tout. Hop, tu peux regarder par là ? Chez le nourrisson, c'est très brouillon. Il a un sommeil qui va être beaucoup plus immature et les différentes phases vont être, elles sont moins bien définies. Bravo. Là, c'est un enregistrement de 3 mois, mais déjà, entre 3 et 6 mois, on commence déjà à avoir une évolution du signal. Et oui. À 6 mois, ça commence déjà à être un petit peu plus simple pour définir ces différentes phases de sommeil. Et c'est beaucoup moins chaotique. Super. Oui ? Tu vas aller dormir ? Bah oui, hein. Faire dodo ? Faire un gros dodo. Ouais. Un nouveau-né dort en moyenne 16 à 17 heures par jour. La majeure partie de son sommeil est constituée de sommeil agité, avec des cycles courts qui ne durent que 50 à 60 minutes. De micro-réveils interviennent entre chacun de ces cycles. Certains bébés vont mieux parvenir à se rendormir que d'autres.
À 3 mois, l'alternance jour-nuit s'installe. Les cycles s'allongent à 70 minutes. Le sommeil calme devient un sommeil profond. Il occupe désormais plus de la moitié du temps. Il se décline en 2 stades, sommeil lent léger et sommeil lent profond. Vers 9 mois, le sommeil agité diminue toujours pour n'occuper que 20% du temps et il se déplace en fin de cycle. Entre 1 et 3 ans, le sommeil de l'enfant continuera à acquérir une structure proche de celui de l'adulte, avec notamment une augmentation du sommeil lent à 70%. Les mammifères, comme l'être humain dont les petits naissent immatures, présentent donc une forte proportion de sommeil agité ou paradoxal. Ce sommeil paradoxal est très important, mais on ne sait pas encore exactement dans quelle mesure. Si ce n'était pas si utile que ça, il y aurait eu un changement au cours de l'évolution. Parmi les hypothèses des chercheurs, celle que ce type de sommeil sert à la mise en place de circuits nerveux et à la maturation cérébrale. Il prépare le bébé à des fonctions qui seront ensuite celles de l'éveil. Ainsi, les mimiques du nouveau-né dans son sommeil, un sourire ou une grimace de peur, serviraient de répétition à celles qu'il utilisera quelques semaines plus tard dans ses interactions, conscientes cette fois. On a des hypothèses sur le sommeil, notamment sur la façon dont il équilibre les apprentissages. On suppose qu'il joue aussi un rôle important dans le système immunitaire. Les recherches menées à l'Université de Fribourg ont mis en lumière pour la première fois une corrélation entre le microbiote intestinal de l'enfant et la maturation de son sommeil. Dans cette étude, on a ainsi pu démontrer qu'il existe déjà chez les bébés un lien entre le sommeil et le microbiote intestinal. Grâce aux données récoltées, nous avons remarqué qu'un groupe d'enfants dotés d'un certain type de profil sur le plan des bactéries intestinales présentait moins de sommeil profond. Et les bébés qui font davantage de siestes, ceux qui dorment plus fréquemment et plus longtemps durant la journée, ont un microbiote moins diversifié. L'immaturité du rythme de sommeil va donc de pair avec l'immaturité du microbiote. On a tout particulièrement remarqué que vers l'âge de 3 mois, il existe un lien étroit entre le sommeil et le microbiote. À 6 et 12 mois, ce lien existe toujours, mais il est moins fort. À 3 mois, il se passerait donc quelque chose de très important entre la maturation du sommeil, du système digestif et du cerveau. C'est aussi à cet âge de 3 à 4 mois que le bébé commence à régler son horloge interne sur l'alternance jour-nuit. Et cela va encore se consolider jusqu'à ses 6 mois. L'allongement de ses cycles de sommeil lui permet de franchir cette étape. À cet âge, l'enjeu est aussi comportemental, car vers 3-4 mois, l'enfant commence à se souvenir, et donc à prendre des habitudes. L'attitude des parents est alors déterminante. Le dernier arrivé, vous voyez. Le dernier, je vais mettre Hélène derrière alors. Je vais la tirer, comme ça ce sera elle. Ce serait pas sympa. Il arrive que les parents restent fixés sur un conseil qu'on leur a donné et qui était adapté à une période précoce, en fait, et qui maintiennent ce conseil-là pendant très longtemps. Alors, ne pas laisser pleurer, c'est important, effectivement, en tout cas dans les 3 premiers mois, je dirais. Et puis ensuite, le bébé a quand même appris ce que c'était qu'une interaction. Il a à peu près compris que quand il pleurait, il faisait venir ses parents. Dans cette famille, ce passage à un rituel simple et sécurisant s'est fait quasi intuitivement. Théo et sa petite sœur Hélène s'endorment facilement. Lors des réveils qui interviennent la nuit, l'enfant se sent en effet en sécurité s'il se trouve dans les mêmes conditions que lorsqu'il s'est assoupi. S'il a été endormi dans les bras ou au biberon, il réclamera exactement le même contexte au milieu de la nuit. Une dépendance peut alors s'installer et retarder l'enfant dans son apprentissage de l'autonomie. Le coucher se passe très bien. Avec Hélène, on a diminué les rituels au strict minimum. On s'est rendu compte que si on restait trop longtemps, ça l'éveillait, elle commence à tisser des liens, le regard, essayer de jouer avec nous, etc. Puis finalement, on perdait cette mise en place du sommeil finalement qu'on essaye d'instaurer. On la pose dans son lit, on lui dit bonne nuit, un petit bisou, et puis on part et on ferme la porte en la laissant un petit peu entrouverte. On a remarqué que ça fonctionnait très bien, puis si elle était fatiguée, elle s'endormait directement.
Et il se réveille parfois la nuit? Théo, non, jamais. Hélène, ça lui arrive. Si elle commence à pleurer, on attend qu'un certain seuil soit atteint pour se dire, bon, bah là, elle est vraiment réveillée, il faut y aller. Mais j'ai remarqué encore la semaine dernière que si je dis, Hélène, c'est tout bon, je suis là, elle se rendort. Simplement le fait d'entendre la voix, peut-être, lui permet de se remémorer l'endroit où elle se trouve. Finalement, elle est quand même dans le noir. Et se dire, bon, bah, ça va, je suis à la maison, l'environnement est sécurisé, donc je peux me rendormir. On détend tout ça. Et voilà, bonne nuit. Dors bien. Mais dans certaines familles, l'engrenage des réveils nocturnes peut s'installer jusqu'à épuisement total des parents. Ce couple a d'abord cru que leur deuxième enfant, âgé de 10 mois, se réveillait à cause d'intolérance alimentaire. Après avoir tenté en vain plusieurs régimes, ils se sont décidés à consulter. Que se joue-t-il dans la tête d'un parent lorsque son enfant appelle et pleure la nuit? Il y a là un point sensible où se cristallise souvent le trouble du sommeil. Ça a commencé, je dirais, vers 5-6 mois à 5-6 réveils par nuit. Puis après, on a passé tout l'été comme ça. Puis on se disait que ça allait s'améliorer. Et avec la rentrée de la crèche, on est passé à entre 15 et 40 réveils par nuit. Et là, c'était vraiment... là, c'est vraiment devenu infernal. Et là, on a appelé un peu à l'aide parce que du coup, c'était vraiment c'était plus tenable, quoi. On dormait plus du tout, quasiment. Vous aviez repris le travail? Alors moi, j'ai essayé de reprendre le travail et puis j'ai dû me mettre à temps partiel parce que c'était vraiment... je tenais plus, quoi. Enfin, c'était vraiment extrêmement difficile. On a vraiment discuté avec la pédiatre Bruchweiler de comment je me positionnais par rapport à Jules, par rapport au sommeil, quelles étaient mes angoisses, mes sentiments de culpabilité. Enfin, c'était la deuxième séance qui a été une séance assez bouleversante pour moi. Quand je suis rentrée de la séance le soir, j'ai vraiment dit à Jules qu'il pouvait ne pas être content, mais que maintenant c'était comme ça, il fallait qu'il dorme. Que nous, on allait rester là, mais que s'il protestait, il fallait aussi qu'il apprenne à être autonome dans le sommeil. Et là, j'en étais vraiment... convaincu, et en fait, cette nuit-là, il n'a même pas protesté, quoi. Enfin, les 15 premiers jours, il a dormi sans le moindre problème. Quand on peut dire le message, même s'il va contre l'envie de l'enfant et puis ce qu'il ferait ou ce qu'on aurait fait avant, quand on l'exprime, eh bien, je pense qu'on transmet une conviction aussi, et on se convainc en même temps, et puis on voit que c'est audible, puis finalement, ça porte, ouais. Pour la première fois de ma vie, je me rendais compte que le sommeil, ça fait vraiment partie d'un processus éducatif et que c'était à nous, en tant que parents, d'apprendre à nos enfants de dormir comme nous, on le souhaitait. C'est aussi ça, c'est d'avoir confiance que son enfant peut en fait dormir. Il a les ressources en lui-même, parce qu'à un moment donné, on a complètement perdu toute forme de confiance en ça. On se dit, de toute façon, il n'y arrive pas, il n'est pas capable, je dois l'aider, sinon ça va être encore pire. En fait, c'est toujours ça la boucle. Donc ça, c'est un aspect très très important, la confiance. Pour changer les habitudes, il faut vraiment avoir envie. Alors, il ne faut pas être trop épuisé. Quand on est trop épuisé, on ne peut rien faire. Mais si on n'est pas assez fatigué, on n'a pas envie de changer nos habitudes. À un moment donné, souvent, moi, je dis maintenant, il faut que vous repreniez les rênes. Maintenant, c'est vous qui décidez. Et puis, il faut que les parents soient prêts à dire « Ok, maintenant, c'est moi qui décide. » Pourquoi? Parce que l'enfant, il va pleurer. Quand il n'est pas d'accord, quand il est réveillé, il va pleurer. Et tant qu'on a l'impression, finalement, quand il pleure, je dois le laisser décider, parce que c'est ça aussi le malentendu. Hein. Quand un enfant pleure, ça veut dire que c'est lui qui doit décider. Hein. Il ne veut pas. Donc, c'est lui qui décide. Et tant qu'on est là-dedans, c'est difficile de changer les habitudes, parce que les enfants, ils sont des êtres d'habitude. Hein. Nous sommes des êtres d'habitude. Quand on change une habitude à un enfant, il pleure. Mais il n'y a pas une règle pour tous les enfants, car il existe en réalité de petits et de gros dormeurs. Pour cerner le profil de l'enfant, les pédiatres utilisent un journal du sommeil. Y sont notés la durée des siestes, de la nuit, la fréquence des réveils, biberons et interactions. Il s'agit aussi de chiffrer la quantité totale de sommeil de l'enfant sur 24 heures. Quand on voit cette feuille de rythme avec des nuits tellement fragmentées, entrecoupées de réveils, quasi toutes les heures et même moins,
On peut imaginer l'épuisement des parents, c'est absolument invivable. Quand on travaille la journée et qu'on ne dort pas la nuit, on ne peut pas tenir longtemps. Il y a beaucoup d'études maintenant chez les enfants qui montrent la variabilité de ce sommeil qui est répartie. Comme j'ai envie de dire, le meilleur parallèle, c'est les courbes de croissance. Il y a des grands enfants, des petits enfants, il y a des grands dormeurs, des petits dormeurs. C'est vraiment génétiquement déterminé, ça veut dire que c'est très héréditaire. Dans la famille, on retrouve toujours des petits dormeurs. Et ils prennent ce dont ils ont besoin, ces enfants-là, mais c'est organisé sur 24 heures dans des moments qui ne conviennent pas aux parents, avec des trous, des moments dans la nuit où ils sont réveillés au lieu d'avoir ces nuits continues. Donc la première chose qu'on va faire, c'est essayer d'organiser le rythme de la journée et de la nuit pour qu'ils soient au lit, les bébés, les petits-enfants, vraiment la durée qu'ils ont besoin de dormir et qu'ils ne soient pas plus au lit que leur besoin de sommeil. Oui. Margot, tu pourrais me trouver des pyjamas, s'il te plaît? Tu nous fais une petite danse? Le sommeil de l'enfant a encore des secrets à livrer. En attendant, au sein des familles où la nuit reste un Himalaya, il n'y a pas de baguette magique. La solution sera toujours du sur-mesure, de la régularité et beaucoup de patience. Je ne vous cache pas qu'il y a des jours c'est plus difficile que d'autres, mais là depuis un certain temps, moi ça va beaucoup mieux. Enfin, je crois qu'on a aussi, je crois qu'on s'est fait un peu une raison, que malheureusement les nuits ça allait pas s'améliorer tout de suite. Tu viens là? Oui. Non, ça va? Vous allez dormir cette nuit tous les trois? Vous voulez dormir une fois toute la nuit? Dormir toute la nuit? Le soleil, elle dort, la soleil. Le soleil, il se couche, ouais. Elle couche. Tout mûr. Papa et maman, ils dorment où? Là. Ici. Et puis, Émile, Lilou, Elias, ils dorment où? Là. Ah.